où les gens ont l'impression que s'associer avec quelqu'un, c'est se faire bouffer, beaucoup de disputes, ne pas s'entendre, et tout le temps, en fait, être en contradiction. Non. Bizarrement, ma première expérience entrepreneuriale, c'était un peu à l'université, on vendait des parfums. Ok. Ça a commencé parce que on n'avait pas d'argent. On voulait avoir un peu plus d'argent de poche, tout ça. C'était vraiment pas une idée d'entreprise. On voulait juste avoir un peu de jetons, tout ça. Donc, j'ai commencé avec mon pote Wally. Et tout s'est très bien passé. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de bémol. On est allé sur beaucoup de parfums. On a fait beaucoup plus qu'on le pensait. Tout s'est très, très bien passé. On n'a jamais eu de soucis. Mais quand j'ai commencé à le faire professionnellement, genre, je suis là, ma vie dépend de cette activité-là. Ça a changé quand je discute avec d'autres gens. Et on va dire, je viens d'une famille où mon père a fait beaucoup d'entreprises toutes finies, mais en association avec des personnes qui n'étaient pas engagées dedans. Et quand il y a eu quelques soucis à un moment donné, ces gens essaient de récupérer ces entreprises-là. Donc cette mauvaise expérience fait que moi, je me méfie un peu. Après, c'est une mauvaise expérience. Voilà, justement, tu sais, le vécu est aussi définit un peu ce qu'on est. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'insiste beaucoup. Je vais donner l'exemple d'un modèle. Les modèles, même pas un modèle en précis. Sortons un peu du cadre, un petit peu de l'Afrique et allons-y, ouvrons-nous au monde. Les plus grandes sociétés sont des sociétés qui appartiennent à plusieurs personnes. C'est vrai. Toutes. Il n'y a pas de société sérieuse qui appartient à plusieurs personnes. Premièrement. Deuxièmement, les sociétés qui décollent rapidement se sont fait racheter. C'est vrai. Non, mais ça, c'est quand même un modèle de business aussi. Par exemple, moi, je peux me dire, je vais faire ma salle, je vais la vendre dans quelques temps. Je vais faire une entreprise, je la vends dans quelques temps. Il y a des gens qui si tu veux, ça, c'est en fonction du profil de l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui veulent créer des marques. Et il y a des entrepreneurs qui veulent s'enrichir. C'est vrai. Moi, je dis quelque chose. L'objectif premier de l'entrepreneuriat, c'est de faire de l'argent. Après, tout dépend de ce que tu veux faire de cet argent. Mais il faut faire de l'argent. Une entreprise doit être rentable. C'est le but. Hein? Si elle n'est pas rentable, c'est une association. C'est vrai. Donc, dans ce cadre, si tu as besoin de t'associer avec des gens, moi, je pense que c'est une démarche. En tout cas, j'invite les gens à le faire parce que il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux avoir 10% de 1 milliard que 100% de zéro. C'est vrai. Beaucoup d'entrepreneurs, nous-mêmes peut-être y compris, nous avons aujourd'hui 100% de zéro. Donc, on ne veut pas s'ouvrir peut-être à quelqu'un qui veut partager notre zéro. Voilà, partager notre zéro, donc partager nos risques et nous faire gagner finalement 10% de 1 milliard. C'est vrai. Mais on veut non, c'est mon idée, il va me sortir, il va prendre la majeure partie de mon entreprise. Non, ce sont des fausses idées. Bon, bref, on a... Mais dis-moi, est-ce que toi, tu t'es déjà planté? Moi, je ne fais que me planter. Que tu ne fais que me sortir des choses auxquelles je ne m'attends pas. Non, tu sais pourquoi je ne fais que me planter? C'est la stricte vérité. Prenons un peu le cas de Kajoussi pour illustrer ça. L'industrie est un domaine très particulier, premièrement. Deuxièmement, l'industrie au Mali est très dure. Les premiers produits que moi j'ai sortis, c'était le jus de mangue. La première recette que j'ai faite, je me suis cassé la gueule. Je l'ai envoyé dans le marché. Les commerçants me l'ont renvoyé en me disant que c'est dégueulasse. Wow. Mais qu'est-ce qui fait ça? En fait, souvent on a une fausse idée où on a des études qui sont souvent biaisées. On a l'impression ici qu'au Mali, les gens ne sont pas qualité. Excuse-moi. Quand je dis qu'on a l'impression que les gens ne sont pas qualité, c'est une vérité. Le Malien aime la qualité. Mais le Malien aime la qualité pas chère. Rapport qualité-prix, en fait. Exactement. Okay. Donc, nous, on s'était basé sur le fait que, OK, bon, les gens n'ont pas trop cette démarche qualité. On va faire, nous, ce qu'on sait faire de mieux, c'est une démarche rentabilité pour l'entreprise. Donc, faire un jus qui ne coûte pas trop cher à l'entreprise, sur lequel on peut faire beaucoup de marge. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, au niveau des tests, est-ce que tu as fait, comment vous avez, quel est votre processus de validation? En fait, nous, on avait fait des produits, faire une dégustation à ce qu'on pense être notre cible, qui eux, plutôt, les avis étaient mitigés. Beaucoup de gens disaient c'était bien, bien. Mais en fait, souvent, il faut que les entrepreneurs sortent de ça. Les avis qu'on vous donne au début ne sont pas vrais. Parce que les gens ne veulent pas vous blesser. Moi, j'ai des membres de ma famille qui m'ont dit « Ah oui, le jus était très bon. » La première recette. Par contre, lorsque j'ai fait la deuxième, ils m'ont dit « Ah non, la première était dégueulasse. » En fait, les gens ont ce tact-là de ne pas blesser, de ne pas te casser dans ton élan. Il faut dire la vérité. Vous aidez l'entrepreneur en lui disant que son produit n'est pas bon, que son service n'est pas bon. Il aurait gagné du temps. Voilà.
Donc nous, on sort ça, on commercialise ça à beaucoup d'endroits. Mhm. Les commerçants nous le renvoient, on se casse la gueule. Pendant un mois, on fait tourner les machines à plein régime sur une recette finalement qui n'a pas du tout pris. Wow. On perd des millions. Wow, c'est vrai. C'est Donc, important ça. je lance ce qu'on appelle un retrait-rappel. Je vais chercher les produits dans le commerce. Mhm. Je rapatrie tout chez moi, à l'usine. Mhm. Là, je me pose pendant à peu près 2 semaines avec mon équipe. On sort une recette qu'on pense vraiment infaillible. On la sort, on l'envoie sur le marché et là, les ventes commencent à décoller. Non, mais dis-moi, entre parenthèses, Cajoussi, déjà, on n'a pas commencé par le début. C'est vrai. Cajoussi, il faut nous expliquer ce que c'est. Moi, je pense savoir ce que c'est, Oui. mais explique-nous à peu près. Cajoussi est une société de fabrication de jus de fruits, on va dire plutôt de nectar de fruits, Ok. à base de mangue et de pommes de cajou. Ok. Ouais. Donc nous sommes la première société en Afrique qui conditionne le jus de cajou en carton. Ok, d'accord. Beaucoup de gens font le jus de carton en cajou en bouteille, etc. En bouteille, oui. Mais nous sommes la première qui le fait en carton de 1 litre. Ouais. Donc nous existons depuis pratiquement 1 an et demi. Voilà à peu près ce qu'on fait. Super. Alors, excuse-moi, moi je suis Il n'y a pas de mal. un peu malade aujourd'hui. Alors, ma question c'était, pour Cajoussi, de base, vous travaillez uniquement ici, tout est fait ici, 100% malien. Le produit est 100% malien, les promoteurs sont 100% maliens. L'unité de production est à Balangroni, Ok, donc en périphérie de Bamako. ok, Tout est fait ici. ok. On travaille tout ici, les jus sont fabriqués ici, les produits sont conditionnés ici, Ok. le service commercial est ici, tout est Les ici. produits sont conditionnés ici, Oui. mais comment est-ce que vous pouvez faire un chiffre, est-ce qu'il est possible d'abord de faire un chiffre d'affaires avec le conditionnement malien, avec une production 100% malienne? Du bénéfice, on va dire. Parce que... En fait, c'est compliqué. Si tu veux, la question de bénéfice et rentabilité dans l'industrie, c'est très particulier. Parce que les industries sont soumises à ce qu'on va appeler les effets volume. Ok. Une industrie ne gagne pas sur un produit, mais gagne sur des milliers de produits. Donc, au départ, c'est très compliqué pour une marque qui n'a pas beaucoup de parts de marché de parler de bénéfice parce qu'on est à la recherche de cette part de marché et surtout, on n'a pas atteint ce seuil encore de rentabilité. Donc, souvent, c'est très compliqué. Mais avec le conditionnement, avec les prévisions qu'on a fait, si on atteint ces volumes-là, il est totalement possible de faire du bénéfice, mais ça prend du temps. Quelle est la différence, par exemple, entre une marque comme Cajoussi et une marque comme Valencia? La différence va se situer à 2 endroits. Premièrement, comme je l'ai dit, l'innovation produit à travers le fait que nous sommes les seuls qui conditionnent le jus de cajou. Personne ne le fait, aucun concurrent. Et deuxièmement, au niveau qualité produit. Je le dis à qui veut l'entendre, je défie quiconque de me ramener un jus de mangue qui est meilleur que le mien. C'est peut-être assez orgueilleux de ma part. Tu aurais dû nous en amener, hein? Voilà, j'aurais peut-être dû vous en ramener. Mais aujourd'hui, en termes de proportion de fruits, en termes de quantité de fruits de qualité nutritionnelle, on est différent. Super. Tu as cité une marque, je n'aime pas citer les marques, mais je pense non, bon, moi je suis libre de les citer. toi, tu peux avoir un peu plus voilà, de donc je marque, pense qu'on est top qualitativement, gustativement et qualitativement. Super. Maintenant, est-ce que vous avancez comme vous voulez? Est-ce que vous avancez comme selon vos prédictions? Non. Déjà, vous en êtes à quel niveau actuellement sur le marché et qu'est-ce que vous espérez atteindre? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on n'est pas mauvais. Quand je dis pas mauvais, c'est-à-dire qu'en moins d'1 an, aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de gens qui savent que Cajoussi, c'est du jus, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui ont vu le produit à beaucoup d'endroits. Parce que nous, en fait, on avait la volonté de faire ce qu'on appelle un peu une distribution sélective. Je m'explique. C'est de rendre le produit accessible dans tous les petits boutiquiers et petites alimentations de quartier. Aujourd'hui, on a pu atteindre, on va dire, cet objectif en partie. Parce que voilà, le Mali est vaste, premièrement. Et deuxièmement, on voulait faire connaître un peu le jus de cajou au public. Les gens l'ont connu. On a sorti les premières productions à partir du mois de février. On est déjà à rupture de stock. Donc le produit a plu, le produit a plutôt bien marché. Mais en termes de chiffres, une industrie, c'est une course encore une fois de fond. C'est des années avant que ça n'atteigne les niveaux qu'on souhaite. Et surtout beaucoup de courage et d'abnégation. Parce que si vous voulez entreprendre dans l'industrie pour de l'argent, au début, ne le faites pas. Excuse-moi.
Ça vous a pris combien de fonds, combien d'argent en fait pour commencer Kajosi? On est sur plus d'une centaine de millions Waouh. d'investissements. Et vous avez une unité de production de quelle taille environ? Nous, on a une unité de production qui peut transformer, on va dire par mois, environ entre 6 à 10 tonnes de mangue, par exemple, si je dois donner un volume comme ça. Waouh. Après ça fait beaucoup de, on va dire, de revenus indirects. Voilà. Ça fait beaucoup de revenus indirects. C'est un vrai business. Et comment vous procurez les mangues? Nous, techniquement, on appelle ça la chaîne de valeur. En fait, je t'ai parlé au début du fait que je voulais avoir de l'impact. Moi, ce qui me pousse à me réveiller tous les matins, c'est pas à la fin ce qui va être dans mon compte bancaire, mais c'est en fait tout le système que je fais tourner derrière moi. Les producteurs de mangue sont contents qu'on existe. Les producteurs de cajou sont plus que contents parce que nous, on travaille un produit que personne ne voulait valoriser. La pomme de cajou, c'était un déchet. Hein. Nous, on ne travaille pas la noix, on travaille la pomme de cajou. Ok. La noix, les gens en font un petit peu l'arachide qu'on grignote, mais nous, on travaille la pomme de cajou qui était un déchet. Ah oui? Oui. Donc les gens cherchaient le cajou surtout pour la noix? Surtout pour la noix, la pomme, c'était un déchet dans les champs. Donc quand on est venu proposer aux producteurs, tu valorises déjà la noix, tu as déjà de l'argent, nous, on peut te faire gagner de l'argent avec la pomme. Avec la pomme. Donc il était ravi. Et on a pu faire l'équivalent de à peu près entre 15 à 20 tonnes de pommes de cajou sur la première campagne cette année. Waouh, ça c'est énorme. Voilà. Et tu as un peu une idée de la production malienne en général? En termes de cajou, 1 million de tonnes. 1 million de tonnes? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence en fait? Non. 1 million de tonnes, nous on n'en fait que 15 à 20 sur une année. Ouais. Après, attention, il y a des coopératives, il y a des dames qui font beaucoup de choses, de transformation qui se fait, qui font des quantités. Ouais. Mais aujourd'hui, même pas 1% de la capacité de production du Mali en pommes de cajou n'est consommée et transformée. Waouh, waouh, waouh. C'est un boulevard en fait. Et les mangues? Sur les mangues, on est mieux parce que il y a beaucoup d'industries qui font de la mangue en purée, il y a beaucoup d'industries qui font des jus de mangue, il y a beaucoup d'industries surtout qui exportent la mangue de façon brute. La mangue malienne est très réputée à l'étranger. Ouais, ça je sais. Ça, je sais. Les gens exportent beaucoup sur la France. Il y a pratiquement, je pense, entre 20 à 30% de notre mangue qui va à l'étranger. Une bonne partie aussi qui est exploitée. Mais je pense que plus de la moitié aussi de la mangue pourrie, quoi, naturellement. Wow. Sachant qu'on est ça, c'est des choses à savoir. Hein, si je ne me trompe pas, on est le plus grand producteur de mangue en Afrique, je crois. Bon, ça, je ne sais pas. Si je me trompe pas. Selon les derniers chiffres que j'ai vus, je pense qu'on est le plus grand producteur de mangue. De base, quand vous avez pensé à Kajosi, pourquoi vous êtes porté sur la mangue et les pommes de cajou? Nous, on est allé sur la disponibilité en fruits. Ok. On voulait valoriser des produits qui sont disponibles au Mali. Qui sont disponibles, et deuxièmement, sur lesquels il y a beaucoup d'apports nutritifs, mais très peu d'unités. Okay. La pomme de cajou, c'est 5 fois plus de vitamine C que l'orange. Wow. Ça, je ne savais pas. 10 fois plus que l'ananas. Ok. Donc, source de magnésium, potassium, calcium, fortifie les os, bref, j'en passe. Mais un déchet, on s'est dit, c'est une aberration, quoi. Dans ce cas, vous voyez, c'était un instant pure sincérité, ce n'était pas de la promotion. Donc, moi, tout de suite après le podcast, je vais tester le jus Kajosi. Je n'ai pas encore goûté. Donc, je t'invite, toi, de chez toi, à Tonino Market, n'est pas très loin. Rends-toi à Tonino Market, il y a nos produits sont là-bas. Super. Donc, ça, on voulait valoriser ça. La mangue, on n'apprend rien encore à personne de la mangue. Très nutritif, très bon pour la santé. Et beaucoup de mangues sont perdues après la récolte. Ouais, donc, on voulait aussi un petit peu apporter notre contribution à ça. Bien, et je pense que vous commencez à réussir, vous réussissez très bien. Déjà, quand même, ça fait quelques tonnes par an. C'est pas rien. C'est ça. Dis-moi, à ce stade, est-ce que toi, si tu devais donner un conseil en fait, à quelqu'un qui prend ta voix à ce stade, qu'est-ce que ce serait? Moi, je conseille aux gens de beaucoup s'informer. Ok. C'est très important. Premièrement. Mon deuxième conseil va aussi un peu dans le sens du premier, de bien s'entourer. Ok. Parce qu'entreprendre, il faut sortir un peu du cadre de « je fais des millions de francs CFA ». Non. Il faut parler plutôt des peut-être moments de dépression, du manque de sommeil qu'on a en tant qu'entrepreneur. Donc si on est bien entouré, ça nous aide un petit peu à passer ces caps-là. C'est vrai. L'entourage personnel et professionnel. Professionnel pour tout ce qui est conseil et investissement, et personnel pour tout ce qui va être un petit peu soutien aussi moral. Et ton énergie. Voilà, surtout. ça c'est très important. C'est un peu, on va dire, les deux conseils que j'ai à donner. Maintenant, je n'aime pas dire aux gens, si vous avez une idée, lancez-vous. Non. Préparez-vous plutôt. Voilà.
Préparez-vous avant de vous lancer. Tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on est dans un environnement où on valorise beaucoup l'entrepreneuriat. Voilà. Mais c'est pas que tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est très important. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur? Il faut beaucoup de courage. Aimer un peu le goût du risque. Et beaucoup de patience. S'il y a ces éléments-là, on peut prétendre à être entrepreneur. Après, même encore aujourd'hui, je me découvre des capacités que je n'avais pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, excusez-nous pour la petite coupure. Peut-être que vous ne la verrez même pas au montage. J'arrête pas de tousser, c'est un peu compliqué. Alors, Kassim, je voulais savoir, c'est quoi ton point de vue en fait sur le rapport entre les jeunes entrepreneurs et les médias en général? Parce que pour la petite histoire, Kassim m'a dit que si ce n'était pas nous, il évite les médias en général. Il évite les médias et il va nous expliquer pourquoi. En fait, j'aime pas trop me médiatiser. Pourquoi? Tu sais, les médias, c'est un piège. Je m'explique. Quand ton podcast va sortir, je vais recevoir beaucoup de messages. Naturellement. Voilà, les messages qui vont aller un peu dans le sens de bravo, félicitations, bon courage, bon vent. Pourquoi finalement? On va dire pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends. N'est-ce pas? Oui. Moi, je préfère rester un petit peu dans mon coin, faire grandir mon produit et que le produit parle de l'entrepreneur. On se connaissait un peu sur les réseaux, mais c'est à travers mes produits et mes services que tu m'appelles pour qu'on échange. Donc, je veux continuer cette démarche-là et peut-être dans 20 ans, 30 ans, quand je sortirai dans un média, ça sera une sortie où je n'aurai peut-être plus rien à prouver. Mais là, moi, je suis encore dans une phase où je n'ai rien fait et je dois encore faire mes preuves. Donc, j'ai un peu de mal souvent avec... Je vois beaucoup de gens de ma génération ou de la génération un peu plus âgée. Qui sont sur beaucoup de médias. Qui sont sur beaucoup de médias au point d'en oublier finalement leur métier de fond, quoi. Moi, mon métier de cœur, c'est la production de jus. Mon métier de cœur, c'est de m'occuper de mon food truck. Du lundi au vendredi, c'est ce que je fais. Je me suis fait approcher par énormément de médias, alors que je peux avoir un calendrier où du lundi au vendredi, je peux passer sur des plateaux. Mais on prend vite la grosse tête. On a l'impression d'être arrivé alors que finalement, on n'en est qu'au début, quoi. Donc moi, je préfère réellement me concentrer sur mon cœur d'activité. Les médias viendront plus tard. C'est vrai. Et moi, je veux aussi qu'on parle de tout l'aspect charge, pression, énergie de l'entrepreneuriat, en fait. Comment tu vis ça? Moi, je le vis bien. Comment tu gères surtout? Je ne le gère pas, je subis. Je subis. Pourquoi je subis? Parce que, c'est trop dire. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Tous les jours, c'est une nouvelle difficulté. Il faut prendre les choses comme elles arrivent. Et l'entrepreneur, en fait, c'est un pompier. Il y a un feu, tu l'éteins. Tu viens d'éteindre un feu, il va y avoir un autre feu, tu l'éteins. Donc, tu es obligé un petit peu de rester dans cette spirale-là jusqu'à ce que l'organisation se porte mieux. Donc, on va dire qu'on réagit en cas de problème, mais dire que j'ai une capacité ou une manière de faire pour gérer mes soucis et mon quotidien, non. On m'appelle, on me dit, il y a un problème à l'usine, ok, pas de problème, expliquez-moi le truc, ok, est-ce que telle personne peut intervenir, ça demande ma présence, j'y vais, quoi. D'accord, je vois exactement. C'est un peu ça. Je pense qu'on a touché à pas mal de points. Yes. Au risque de s'étendre vers, on va dire, un podcast interminable. C'est vrai. Mais je veux aussi qu'on parle de votre initiative qu'on avait un peu plus tôt à l'époque de la fac. Pourquoi vous n'avez pas continué? L'initiative, j'oublie tout le temps. Malimove. Nous, on avait fait en fait une société de com et de promotion on va dire, communication, promotion d'artistes, etc. Qui s'appelait Malimove. On avait été les premiers, je pense, sur le marché malien à faire des sessions freestyle filmées qu'on diffusait sur les réseaux. C'était, on va dire, pour parler de moi. C'était un peu comme nous maintenant. Tu vois, voilà. Vous étiez les précurseurs de ce On a créé cette société en 2016. Bah oui. Franchement, en 2016. Donc, 2016, déjà, j'avais pour ambition de devenir entrepreneur. J'étais à la fac, je créais avec deux potes à moi, la première société. On était trop jeunes. Et nous, on voulait s'amuser, en fait. C'est vrai. Donc, on prenait des caméras, on allait filmer des rappeurs, on mettait sur les réseaux, on faisait des montages pas très professionnels.
Et dans cette fougue d'amusement, on va dire le sérieux nous a rattrapés. Après, il fallait continuer les études. Donc, c'était soit tu abandonnes, soit tu lâches. Et le domaine du rap, c'est pas le Voilà, domaine… c'est un domaine qui était très particulier. C'était un milieu finalement qui nous amusait plus qu'on gagnait de l'argent. C'est vrai. Donc, on a été obligé un petit peu de suspendre les activités. On n'a pas repris plus tard parce qu'après, les voies se sont un peu différées. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est venu. Ça s'est arrêté. Donc, juste pour vous rappeler qu'en fait, Monsieur Kassim a toujours été un entrepreneur dans l'âme, tu vois. C'est Sauf ça. si tu as une anecdote de toi vendant des limonades à 10 ans, je sais pas. Non, en fait, pourquoi la première chose que j'ai… La première fois pour moi de faire quelque chose dans le but de gagner de l'argent, c'était en 2014. Ok. En 2014, on a organisé une fête, une house party à l'époque. Je vais taire le nom La parce que fête voilà. s'appelait comment? Tu es sûr que tu veux qu'on dise le nom? Je suis sûr que je me connais. En 2014, nous, on a organisé la blackout. Ah, ok, je me rappelle de Ça la te rappelle? blackout. Voilà, je me rappelle de la blackout. voilà, on a le même public, c'est la même génération. Donc, nous, on a organisé la blackout. C'était le premier événement à travers lequel on va dire, on a créé une organisation. Moi, j'étais responsable de ça, X est responsable de ça. On était au lycée. X est responsable de ça, X est responsable de ça. Et que finalement, l'ensemble puisse dégager un revenu. Donc, ça, déjà, c'était pour la petite anecdote. Mais sinon, au-delà de ça, moi, j'ai toujours voulu faire de l'argent. Par moi-même. À travers mes idées, à travers ma créativité, à travers mon énergie. Je pense que c'est la voie que je suis et j'espère que ça va porter ses fruits. Non, pas j'espère. Ça va porter ses fruits. Est-ce que tu as on va dire, des projections que tu veux partager avec nous de Kalaman, de Kajousi dans quelques temps? Kalaman est en train de ramener bientôt une grande innovation. On va laisser les gens découvrir. J'annonce juste la couleur, mais il y a quelque chose on prépare quelque chose qui va vraiment, je pense, un peu bousculer les gens. On compte finaliser d'ici fin d'année. Au niveau de Kajousi, on est en train de travailler actuellement sur un développement de gamme. On est en train de faire un hectare de cocktail et un hectare d'ananas, bientôt aussi un hectare d'orange. Et on veut aussi peut-être changer les formats bientôt, donc passer du format 1 litre au format 0,5. D'accord. Donc il y a aussi des choses qui sont en train d'arriver à ce niveau-là. Ça, c'est à peu près les projections que je donne. Alors moi, je m'apprêtais à conclure, mais je me suis rappelé qu'il y a un aspect que j'ai, dans l'aspect où moi-même je travaille, qu'on n'a pas mentionné en fait. L'aspect communication en fait. Comment tu gères la communication de Kalaman, de Kajousi? Est-ce que vous faites vraiment une communication? Ça se passe comment? Kalaman, c'est relativement pas compliqué parce que ça, c'est très digital. Facebook, Instagram, TikTok. On tourne beaucoup sur TikTok avec Kalaman. C'est géré par un jeune que moi-même j'encadre, on va dire, ça comme ça, qui connaît un peu bien le domaine, qui sait faire des montages et des vidéos, donc on cadre ça un peu ensemble. Kajousi, c'est un peu plus structuré parce que ça, c'est géré par une agence en fait, qui s'occupe à la fois de la com digitale et de la com physique. Récemment, je ne sais pas si tu as le remarqué, on a fait une campagne d'affichage sur les panneaux en ville. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont pilotés par une agence. Super. Est-ce que ça a changé la donne au niveau communication à Kalaman? À Kalaman, oui, parce que chiffre d'affaires, tu augmentes. Kajousi, oui, parce qu'en termes de connaissance de marque, aujourd'hui, on n'a pas assez injecté dans la com pour que sur le Kajousi, on puisse sentir non seulement la reconnaissance de la marque, mais aussi l'augmentation très rapide du chiffre d'affaires, mais la reconnaissance de la marque, oui. Les gens savent maintenant que la marque existe et que voilà, voilà ce qu'on fait et voilà qui on est. Ça, cet objectif est atteint. Maintenant, il faut aller injecter dans beaucoup plus de com agressif pour que derrière, les chiffres puissent décoller. Je mentionne ça parce que en fait, quand je compare Kajousi au jus auquel je pense quand je pense à Kajousi, je vois qu'il y a beaucoup de com et c'est très agressif en fait. Donc, je me pose la question… On est dans le milieu du jus, les concurrents sont extrêmement agressifs sur le marketing. C'est basé sur ça. Il faut mettre des millions dans le marketing, s'asseoir et attendre que tu vas rentrer des millions. Mais sauf que pour nous, jeunes entrepreneurs, c'est un peu plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'avoir les fonds déjà pour le marketing. Donc, on fait comme on peut. J'aime bien cette phrase un petit peu de la personne qui s'occupe de ma com. Il dit, on donne des petits punchs aux grands concurrents. C'est-à-dire qu'on donne des petits coups, mais on avance vraiment sereinement et sûrement. Super. Voilà. Alors, on vous souhaite tout le succès du monde. Thanks. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose quelque chose de spécifique que tu aurais voulu qu'on mentionne ici, un aspect dont tu aurais voulu qu'on parle. Top, je t'encourage à faire ce que tu fais. C'est fort. J'avais un peu vu ce que tu faisais. Ça fait plaisir. Voilà, à gauche, à droite, mais je suis venu aujourd'hui, donc ce que j'ai vu est cool. Bon courage, bon vent. Merci. Et puis, les jeunes entrepreneurs ou les jeunes aspirants à devenir entrepreneurs,
Renseignez-vous beaucoup avant de vous lancer, c'est très important. Mettez le moins d'argent pour que les erreurs soient les moins, on va dire, dures possibles. Voilà, ça c'est très important. Et allez-y petit à petit. En général, tout se fait. On a tout à faire ici, en fait. Ouais, il y a beaucoup Donc, d'opportunités. il y a beaucoup d'opportunités. Même si on dit que c'est dur, grave et ça, en général, les plus grands se font en temps de crise, quoi. C'est vrai. Donc, big up à tout le monde et puis emmenez en bleu. Merci beaucoup, champion. Thanks, bro. Alors, Captain Mali, à une prochaine fois dans les escapades. Et je profite encore pour vous dire que la salle de sport est ouverte, elle est à Sotuba et elle est ouverte chaque jour à part le dimanche de 10h à 22h. On a de la danse, on a de la boxe et on a aussi des cours de fitness en groupe. Et bien entendu la musculation. On vous mettra les images. À une prochaine fois, la famille.